25e édition de l'émission Sans détour dans une période assez palpitante, remplie d'événements politiques, et nous allons effectivement recevoir M. Mamadou Ndoye qu'on ne présente plus. Je pense qu'il me faudrait beaucoup de temps pour le présenter, tant ses fonctions sont protéiformes. Mais je dois simplement rappeler que M. Mamadou Ndoye est un ancien ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Éducation de base, homme politique, qui a eu des compétences internationales, des fonctions internationales dans le domaine de l'éducation, en gérant des projets aussi importants que le PDF. Il a dirigé aussi l'ADEA, l'Association pour le développement de l'Afrique, l'éducation en Afrique. Je pense qu'on pourrait en citer d'autres. Monsieur Mamadou Ndoye, aujourd'hui, on ne vous entend pas sur la scène politique, on ne vous voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je n'ai pas de responsabilité politique. Mais vous avez des idées, vous avez un mot à dire. Entendu, et quand j'ai l'opportunité de les exprimer, je le fais. C'est le cas aujourd'hui alors? Je l'espère. Voilà. Donc la première question qu'on vous posera, M. Ndoye, c'est de dire de nous aider un peu à comprendre ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Quelle lecture vous en faites globalement par rapport à toutes ces évolutions qu'on voit depuis quelques temps, notamment sur les perspectives politiques et électorales, bien entendu? À mon avis, on a une tendance lourde dans l'évolution de notre politique depuis 2012. Et cette tendance lourde est un peu liée aussi à nos institutions, c'est-à-dire à la prédominance de la présidence de la République sur l'ensemble des institutions, et au fait que l'homme qui a été élu en 2012 s'est fixé dès le départ comme objectif sa réélection, dès le départ. Et ce qui fait que tous les actes politiques qu'il pose depuis sont liés à cette réélection. Et ça, c'est la tendance lourde de l'évolution politique ces temps-ci. On va essayer de voir un peu dans les tendances plus ou moins détaillées, fragmentées. Pour vous interroger, donc nous avons M. Charles Faye, que tout le monde connaît. Charles, qui est journaliste ou dans le groupe GFM et qui a d'autres responsabilités, même s'il ne veut pas en parler. Il y a un autre Charles, celui-là, il s'appelle Charles Owen Singay. Lui aussi, il est de la société civile et il s'intéresse effectivement aux questions d'éducation. Je vais commencer par Charles. M. Ndoye nous vient de nous dire qu'effectivement, qu'on a un président qui a un agenda et qu'il déroule dans les conditions que probablement nous voyons tous les jours. Mais merci, vous me permettrez de saluer les internautes de CNE+, et puis dire aussitôt mon respect parce que Mamadou Ndoye a bercé un peu aussi notre existence. Pour nous qui à un certain moment étaient d'entre nous, élèves ou étudiants, on se souvient de Mamadou Ndoye. C'est de dire quoi? Je suis totalement en phase avec lui quand il dit qu'il y a eu une constante qui n'était peut-être pas perceptible après 2012 et qui s'est avérée très rapidement par rapport à un discours qui est revenu sur notamment la promesse de ramener le mandat de 7 ans à 5 ans, qui très rapidement a été posé sur la table et qui donnait quand même une indication claire par rapport aux ambitions politiques qui, à mon sens, effectivement, allait droit vers la réélection, qui a toujours, je pense, la lame de fond politique. Et maintenant, peut-être la question que j'aimerais poser, c'est comment on en est arrivé à ce que cette rupture à laquelle on a appelé, qu'on a convoqué, et pour laquelle on a demandé les Sénégalais de voter, puisque c'était de ça qu'il s'agissait au deuxième tour de la présidentielle 2012, c'était de la rupture. Comment se fait-il qu'une fois arrivé, on tourne le dos à cette même rupture pour un autre projet qui n'était pas celui pour lequel les Sénégalais ont voté? Moi, je ne sais pas, je peux le comprendre quand on a duré dans le pouvoir, mais à peine arrivé, cela me pose un problème. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer. Disons, la volonté du président de la République, disons, de renouveler son pouvoir. La seconde, c'est la responsabilité de ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'opposition de l'époque qui est devenue la majorité actuelle. Nous avons une tradition sénégalaise très mauvaise en politique, c'est-à-dire que nous n'avons pas de contrat en réalité. Lorsque nous soutenons quelqu'un, nous n'avons pas de contrat avec lui. Nous n'avons aucun contrat avec lui. Il y a des pactes qui sont signés, enfin. Nous n'avons aucun contrat avec lui. Regardez bien ce qui se passe dans les autres pays. Quand un parti s'allie avec un autre parti, il y a une discussion programmatique point par point sur toutes les questions importantes de la vie politique.
Et c'est sur cette base après qu'on gouverne et qu'on peut se séparer ou rester ensemble. Nous n'avons pas ça. Les gens viennent parce qu'ils veulent avoir une place. Et ils se contentent de ça. Après, celui qui est là fait ce qu'il veut et ils l'applaudissent. Voilà comment nous fonctionnons, réellement. Et justement, ça ne prête pas à ce que les promesses électorales, qui sont tenues non seulement auprès du peuple sénégalais, mais auprès aussi des partenaires politiques, ne sont jamais tenues. Macky Sall, en 2012, enfin l'ALD était représentée, même si vous n'étiez pas dans le gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous retourner ce reproche? Pourquoi vous n'avez pas essayé, en donnant l'exemple, de signer un pacte avec Macky Sall? C'est qu'on est compris dedans. Mais non, c'est-à-dire il faut quand même, non. Je n'aime pas personnaliser les débats. Non, attendez. Moi, je n'ai jamais négocié ça. Je n'ai jamais négocié d'être avec un pouvoir. Mais ce que j'observe, et ça c'est la ligne, ceux qui négocient avec quelqu'un qui va au pouvoir n'ont pas de contrat précis. Jamais de contrat précis. Et après, quand le pouvoir est là, en fonction des postes qu'on leur donne et tout ça, ils applaudissent ou ils sont fâchés. C'est cela. Et si on ne dépasse pas cette situation pour entrer dans la vraie vie politique, et la vraie vie politique, c'est de mettre les problèmes des pays sur la table, de discuter de ces problèmes de pays, de voir quelles sont les solutions que nous allons mettre en avant et quels sont les problèmes que nous devons éviter. Et tout cela mis sur la table, nous pouvons gouverner ensemble, sinon on ne gouverne pas ensemble. Maintenant, vous dites qu'on y était, bien sûr qu'on y était. Mais on a quand même vu avec les autres partis, même sous le temps de Wade, que non seulement ces partis gouvernaient ensemble avec le président en place, qu'il s'agisse de Wade ou de Macky Sall, mais qui recevaient en même temps des subsides financiers qui étaient plus ou moins reversés dans les partis ou utilisés à d'autres fins. C'est quand même une des situations difficiles, un peu analysées par la suite, et qui ne sont révélées au grand public que quand il y a un clash. Comment vous l'expliquez ? Je suis en train de t'expliquer ce qui est essentiel et toi, tu es allé dans ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que les partis qui sont là, ils viennent pour se partager quelque chose et après, en fonction du partage, ils sont contents ou mécontents. Oui, mais c'est quand même un constat assez difficile à accepter pour des Sénégalais qui pensent que les coalitions sont sincères, alors qu'en vérité, elles sont sous-tendues par cette absence de contrat ou peut-être même des pratiques que logiquement, un parti qui est dans l'éthique ne devrait pas accepter. Charles, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que il y a quelque chose de très que je retiens. Moi, j'ai une information de taille. C'est-à-dire aujourd'hui, si je comprends ce qui est en train de se passer par rapport à la situation, là, la nôtre, à quelques jours, à quelques semaines de la présidentielle, nous avons trois pôles. Nous avons, disons, trois pôles. Nous avons un pôle, c'est le candidat sortant. Nous avons l'autre qui concerne le pôle des candidats, des quatre autres candidats. Et nous avons un autre pôle que j'appelle le troisième pôle, qui est le pôle de tous ceux qui ont été recalés. Alors, on crée quoi? Alors, si je comprends bien, l'analyse qui a été faite par Mamadou Ndoye, cela veut dire que nous sommes en train d'avoir une approche beaucoup plus clientéliste de la politique qui devient une sorte, ça veut dire l'accès dans le gouvernement qui permet de prendre l'État et d'en faire un butin, non un butin, un gâteau, que l'on va se partager entre partis politiques qui auront concouru, par exemple, à la présidentielle. C'est exactement ce qui s'est arrivé en 2012, quand on voit effectivement tout ce conglomérat politique avec des incroyables. Quoi. Je veux dire, il n'y a que des oppositions, aussi bien idéologiques et ainsi de suite, qui arrivent à se retrouver autour, pas forcément d'un idéal politique avec une démarche politique ou une intelligence politique, mais clientéliste ou politique, c'est ce que je comprends, et ça c'est une catastrophe. Voilà, je voudrais juste demander... Comment la société civile voit ça de loin? Voilà. Justement, c'est à ce niveau où je voudrais aborder la question. La société civile a beaucoup faibli sur un certain nombre de questions. Sa capacité à faire les interpellations, à pousser, n'a pas toujours été ce qu'il fallait. De telle sorte qu'aujourd'hui, il y a une fissure, dans une certaine mesure, sur
les engagements nécessaires pour la société civile par rapport aux États. Donc, il revient à la société civile d'interpeller pour voir un peu comment les choses se passent. Quels sont les accords qui sont programmés, qui sont mis en place. Mais en entendant M. Ndoye, on se rend compte que ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est le partage de postes, mais pas des questions de programme. Et à ce niveau, comment M. Ndoye perçoit un peu le positionnement de la société civile par rapport au présidentialisme et dans une autre mesure par rapport aux différents partis politiques. Oui. De manière générale, l'idéologie alimentaire dont j'en parlais, qui est la base, aujourd'hui anime tous les secteurs de la société. Ça anime principalement les politiques parce que c'est eux qui accaparent le produit national et donc c'est principalement vers eux qu'on regarde, mais toute la société est dans cette idéologie alimentaire, y compris la société civile, dans cette idéologie alimentaire. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart aujourd'hui des gens, leur problème, c'est comment se positionner pour avoir leur part du gâteau. C'est ça la base aujourd'hui de la politique. Et malheureusement, les gens qui avaient une cause et qui avaient des convictions sont en train d'être submergés par cette idéologie et de plus en plus n'ont pas de voix. Ce qui fait que notre jeunesse aujourd'hui, qui avait l'habitude de se battre sur ces valeurs-là, ne voit plus ces valeurs. Mais moi, je veux dire, c'est vrai, je suis d'accord avec la thèse de l'idéologie alimentaire. Mais je veux dire, il y a eu une révolution pour qu'on en arrive là. Forcément, il a fallu qu'on change de paradigme. Mais qui a permis ce changement de paradigme? C'est arrivé en 2000, c'est clair. Oui, mais du temps de Diouf aussi. Non, mais l'idéologie alimentaire n'était pas dominante. Absolument. Moi, je me souviens, Voilà, elle n'était pas dominante. Parce que là, Wade, ce qu'il a amené, c'est que la meilleure façon de s'enrichir rapidement, c'est de chercher des raccourcis politiques. Voilà ce que Wade nous a amené. Je ne dirais pas ça. Hein. Je pense que Wade avait une autre approche libérale keynésienne, beaucoup plus keynésienne, parce que Abdou... Non, ce que Wade a fait, ça veut dire ce que Wade a fait a été réalisé comme en train d'être développé aujourd'hui en Suède et dans d'autres pays. Cela veut dire quoi? On retourne quand même les liquidités, on les retourne aux populations afin de doper la consommation par laquelle arrive la croissance. Mais voilà, donc c'est ce que je dis, Wade est un keynésien. Abdou Diouf était par contre, voilà, donc c'est ce que Wade a fait. Et Abdou Diouf était un véritable par contre libéral parce que c'est avec lui qu'on va libéraliser. Donc moi ce que je dis, c'est comment pouvez-vous voir une telle situation, une telle révolution arriver? Parce que j'entendais l'ancien Sissoko parler d'impôt social. C'est avec lui que j'ai entendu pour la première fois à l'Assemblée parler d'impôt social. Alors c'est quelque chose qu'on a vu venir. Et pourquoi les politiques que vous êtes ne se sont pas opposés quand vous êtes? Parce que vous êtes quelque part aussi l'élite de ce pays. Comment vous avez pu laisser faire à ce qu'on arrive à cette idéologie alimentaire? Il est clair que la gauche a eu des moments où elle était très écoutée dans ce pays. Mais cette gauche a perdu la voix et depuis assez longtemps. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement au niveau national que ça s'est passé, c'est au niveau international aussi que ça s'est passé. Que la chute du mur de Berlin a quelque part amené une désillusion telle en ce qui concerne le mouvement révolutionnaire et le mouvement de gauche que tous les mouvements de gauche au plan mondial en ont pâti. Et leur voix n'a pas été entendue au niveau social. Et par conséquent, quelque part même, les gens les écoutaient avec beaucoup d'impatience, quelque part. Est-ce que n'est pas en train de dire que c'est les libéraux qui sont à l'origine de toute cette affaire? Parce que bon, on a toujours, je comprends, l'homme de gauche que vous êtes et le libéral que je suis, bon, forcément on est dans des positions... Hein. Charles, je peux ajouter là-dessus sur quand même cette idéologie alimentaire-là, qui a fini quand même par envahir quasiment tous les pays. C'est des phénomènes qu'on voit partout, en Côte d'Ivoire, partout. En 2000, il y a eu effectivement une poussée vers des changements.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a théorisé, systématisé et pratiqué cette idéologie alimentaire. Et souvent, quand on évalue, on parle des infrastructures, etc. Mais il est important de se dire quel est l'impact invisible, par exemple, de Wade sur tout ce qui se fait. L'impact invisible, c'est toutes ces pratiques qui sont diffusées dans la société, les comptes valeurs, la promotion de certaines personnes qui ne travaillent pas, qui ont acquis énormément de richesses et qui sont devenus par la suite des exemples. Je pense qu'il faut fondamentalement revoir l'impact de Wade sur tout cela. Il l'a effectivement multiplié. Je pense. Justement, parce que je voudrais revenir. Moi, je voudrais surtout qu'on revienne sur l'analyse de la situation actuelle. Aujourd'hui, probablement, tout le monde sent qu'il y a des prémices de violence pour les élections qui vont venir. On en a plus que des prémices. Aujourd'hui, il y a des sièges qui sont saccagés. On a vu un peu la loi sur le parrainage, la loi sur la présentation des candidats, bon, qui a eu pour conséquence quand même d'éliminer des candidats qui avaient un certain poids électoral. On a vu beaucoup d'autres choses. Le rôle du Conseil constitutionnel, d'une certaine partie de la société civile. Mamadou, où est-ce qu'on va dans cette affaire-là? Est-ce que vous êtes comme certains Sénégalais qui disent tout va se jouer à l'urne, ou tout au contraire, il y a vraiment des raisons de craindre une certaine explosion de la violence dans les différents stades avant, pendant et après les élections? Je crois tout d'abord, il faut dire que la violence est déjà là. Elle est là. Hein? Elle est déjà là. Pas simplement la violence physique visible, mais nous avons une violence institutionnelle, nous avons une imposition par la force de plusieurs situations successives, et cette violence, donc, elle a commencé depuis longtemps et elle continue. Parce que les gens ne voient que la violence du peuple quand le peuple se soulève et fait des choses. Mais la violence de l'État, l'utilisation de l'État comme force pour imposer des positions politiques, ça a commencé depuis longtemps. Et cette violence-là, elle produit des sentiments de frustration et un esprit de révolte. Et ça s'accumule. Quand est-ce que l'étincelle va arriver, personne ne le sait. Mais lorsque l'étincelle va arriver, comme dans d'autres pays, comme on a pu l'observer, évidemment, tout explose. Est-ce que ça va arriver maintenant à l'occasion de la lutte contre l'élimination injuste des candidats? Ou bien est-ce que ça va venir lorsque les élections seront truquées, parce que c'est ça qui va se passer? Charles, est-ce que... Je ne pense pas. Je vois différemment. Je vois aujourd'hui qu'il y a quand même des partis politiques, des coalitions qui ont en train effectivement de vouloir exister et donc de convoquer un certain nombre d'éléments desquels on peut reconnaître effectivement qu'il y a eu une volonté, en tout cas une martyrisation de l'opposition qui a été manifeste et qui a créé des frustrations qui pourraient par ailleurs engendrer la violence. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des politiques qui, dans leur représentation, je veux dire, par rapport à ce que nous sommes, nous autres Sénégalais, 15 millions et quelques, est insignifiant. Quand vous savez, aujourd'hui, je ne connais pas, moi, de candidats qui auraient travaillé sur des bases certaines dans nos 552 communes, et je le dis assez souvent, dans nos 45 départements, qui seraient allés recueillir des signatures en bonne et due forme, que des Sénégalais se voient privés de leurs droits et ne disent absolument rien. Qu'est-ce qui s'est passé le 23? C'est parce que les Sénégalais se sont levés parce qu'ils ont dit, ah non, ce n'était pas les partis politiques, hein. C'est vrai qu'il y a eu des élaborations qui ont été faites, mais c'est le peuple. Je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques ont tendance, et vous l'avez dit tout à l'heure, à se prendre pour le peuple et à parler tout le temps au nom du peuple. Ces mêmes partis politiques qui se retrouvent ensemble, et c'est vous qui le dites, pour le partage du gâteau. Alors le peuple qui a fini par comprendre que nos politiciens, après tout, ils arrivent dans les gouvernements et ils font de l'État leur butin, ces gens-là, ce n'est pas nous. Je pense que le peuple sénégalais est en train de vaquer à ses occupations, et qu'il y a des gens qui sont instrumentalisés pour casser des bus, des Dakar Demdik payés pas par les partis politiques, je suis désolé, mais par les contribuables. Je pense qu'il y a une véritable dichotomie aujourd'hui. Nous sommes devant des contradictions historiques. Mais Charles, est-ce que la société civile a vu venir? Qu'est-ce qu'elle a fait
pour jouer son rôle d'intermédiation, son rôle pour empêcher effectivement une telle explosion de violence et surtout pour rapprocher la classe politique en son sein. La société civile a pris énormément d'initiatives. Beaucoup de sociétés civiles. Hein, oui, bien sûr. Mais elle a pris beaucoup d'initiatives, elle a parlé aux différents acteurs, elle a essayé de faire la régulation, de faire des propositions, mais je pense qu'il y avait quelque part des tendances lourdes. Et ces tendances lourdes, je pense que d'abord au niveau de l'État, l'État avait une orientation bien définie et ne voulait pas effectivement changer de cap. Ensuite, au niveau de l'opposition, les gens n'ont pas été suffisamment aussi flexibles sur un certain nombre de questions. Mais l'essentiel, c'est qu'il y avait déjà des dispositions qui ont été prises par l'État pour aller vers la direction qu'elle s'était déjà fixée. Et il y avait effectivement un problème. Néanmoins, la société civile, avec ses forces, ses limites, a tenté de réguler. Mais il y a des limites. Je vais vous poser juste une question sur le rôle de la justice et tout à l'heure, Charles, vas-y. Oui, moi, c'est-à-dire qu'il y a un terme qui revient assez souvent et qui me pose un problème. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas d'État, je parle de l'administration Macky Sall. Je fais la différence entre l'État, le gouvernement. C'est lui qui est la clé de oui, mais attention, mais quand même, oui, mais attention. Mais attention, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, il est préférable, quand nous voyons ce qui est en train de se passer par la surpuissance présidentielle. Nous avons une société civile qui est plurielle, qui passe son temps à se diviser plutôt qu'à se construire une force. Comme tous les Sénégalais, de toute façon. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème avec l'État du Sénégal. Non, j'ai le problème avec un gouvernement. J'ai le problème peut-être avec une institution judiciaire. Voilà, je pense que c'est là, il faut commencer peut-être par revoir les termes par lesquels que nous utilisons et comment nous conversons avec le public sénégalais. Et c'est peut-être là qu'il y a une faillite. Je pense qu'il y a une véritable faillite parce que quand on dit l'État, on met tout dedans, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? On entend un ministre quand même de la justice, membre du gouvernement, mais parler d'un cas judiciaire. Il ne lui revient pas. C'est l'État qui parle. Oui, mais Charles, l'État, c'est une abstraction. Elle est quand même matérialisée par des hommes qui parlent. C'est là qu'il va falloir. Je pense qu'il faut qu'on revienne. Vous savez, quand nous allons dans l'élaboration pure et dure, on en arrive quand même à mettre chaque chose à sa place. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, j'analyse le travail de l'administration Macky Sall. Qu'est-ce que l'administration Macky Sall a fait? Comment elle a peut-être corrompu l'État? Comment... Mais moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est le rôle de la justice qui est censé jouer ce rôle de régulation sociale, qui est censé être véritablement les garde-fous et qui pose des digues à ne pas franchir. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que la justice sénégalaise, d'une manière générale, a joué le rôle qu'elle aurait dû jouer dans une situation de cette nature? C'est-à-dire un rôle de régulation sociale. Je ne sais pas si la justice a un rôle de régulation sociale, mais je sais qu'elle a le rôle au moins de dire le droit. Ça, elle doit le dire. Maintenant, en ce qui concerne la pratique de la justice sénégalaise, parce que nous discutons de la pratique de la justice sénégalaise. Ce qui se passe, c'est que la présidence de la République a la main haute sur la justice sénégalaise. Pas simplement parce qu'elle est présente au niveau du Haut Conseil de la magistrature et qu'elle préside, mais au-delà de ça, parce qu'elle décide de la carrière des magistrats. Non seulement de la carrière individuelle, mais aussi même de la carrière collective, parce que la dernière décision prise par Macky Sall d'allonger l'âge de la retraite pour certains magistrats, et ce sont ces magistrats dont il a besoin pour valider un certain nombre de choses, c'est les mêmes, et donc ça lui permet de créer une situation de dépendance qui est là. Et au-delà de ça, la même manière dont on essaie de tenir les partis politiques dans le giron, c'est de la même manière qu'on tient les magistrats dans le giron. De la même manière, exactement. La caisse noire du président de la République sert à ça. De la même manière.
Alors donc, la question qui se pose à nous, du point de vue de la justice... Le partage du littoral aussi, quelque part, hein, des terres, Ouais, non, du patrimoine foncier. C'est les décisions de l'État. On reviendra, s'il le souhaite, en ce qui concerne l'État, la définition de l'État. Mais ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est que notre justice est sous la dépendance de l'exécutif et obéit au calendrier et aux ordres de l'exécutif. Et cela, tous les Sénégalais ont pu le constater. Et l'Assemblée nationale aussi, pas. Mais l'Assemblée nationale, ce qui est plus grave dans un pays démocratique, comment le président de la République peut confectionner la liste de la majorité parlementaire et lui seul, mais il ne peut pas y avoir d'indépendance Mais apparemment, la décision des assises n'a pas été suivie des faits. Enfin. Mais c'est lui, en tout cas, au vu et au su de tout le monde au Sénégal, qui a confectionné la liste des députés de la majorité, qui a choisi les députés. Cachés, hein, de toute façon. Ah oui. Oh, Charles. Voilà. Je voudrais rapidement revenir sur la question de l'État. Absolument. Parce qu'il est important de dire que le ministère de la Justice, il y a une administration, il y a l'armée, il y a la justice, il y a la police. Mais pour l'essentiel, toutes ces institutions agissent dans un sens donné. Et ce sens est incarné par le président de la République. Mais c'est la clé de oui, donc aussi, avec le présidentiel, donc justement, je pense qu'il n'y a pas lieu de tergiverser sur la question de l'État. Je comprends et de sa puissance. La difficulté, je comprends notre problème. Donc, il est important de ne pas détacher un peu toutes ces institutions en référence aux pratiques qui sont en jeu. Je comprends. Mais je pense que l'incarnation est là. Là où se pose le problème, c'est dans l'abus peut-être, Mamadou. Je comprends maintenant la confusion. Je comprends maintenant la confusion. Je vous donne des exemples très simples. Vous savez, l'État est impersonnel et éternel. Oui. Un gouvernement. Non, ça, c'est une conviction de certains. Pas de tout le monde. Oui. L'État doit être impersonnel. Voilà, impersonnel. Nous prenons l'exemple des États-Unis où un président... Ce n'est pas la même chose. De toute façon, c'est pas la même Il y a un État aux États-Unis. Nous avons une administration... Il y a un État qui est imparfait, non, nous avons une administration Trump et nous avons un État américain. Quand il est venu pour dire voilà ce que je vais faire, l'État lui a dit non. Non, l'État lui a dit non. Et quand je dis l'État, ce sont des manifestations d'appareils qui lui ont dit non. Institutionnel. L'État au Sénégal? Non, c'est pour cela que je vous... Est-ce que vous comprenez maintenant un peu ma démarche? Non, mais est-ce que vous trouvez cet État non, au maintenant Sénégal? vous comprenez ma démarche. Ça veut dire ce que je veux... Et c'est là peut-être que moi j'ai envie qu'on parle aux Sénégalais. Parce que assez souvent, l'État devient un fourre-tout et on va y convoquer des choses qui n'ont absolument rien à voir. Il faut que nous apprenions que nous avons un gouvernement qui a un chef qui prend des décisions. Et qui maintenant, peut-être avec son administration, c'est ce que vous avez dit, qui va dans les différents corps de l'administration faire des choses. Et ça, c'est important. Charles, nous discutons concrètement. Nous discutons concrètement. Ici, c'est pire que tout ce qu'on peut penser parce que l'État, c'est Macky Sall. L'État, c'est lui l'Assemblée nationale, c'est lui la justice, c'est lui la police. Non. C'est ça le problème. C'est lui le budget de l'État, c'est lui tout. Et c'est pourquoi les Sénégalais le comprennent tellement que même lorsqu'ils revendiquent dans leur petit village qu'on leur installe un petit robinet, c'est le chef de l'État qui doit le régler. Les Sénégalais comprennent très bien ce qui se passe parce qu'il y a eu une personnalisation totale de l'État. Au Sénégal, donc, les gens parlent de l'État en fonction de la réalité du Sénégal. Et la réalité du Sénégal, c'est ça. L'autre exemple que vous nous donnez, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais que font les forces intermédiaires? Vous avez quand même des syndicats, vous avez aussi des partis politiques, vous avez aussi les forces sociales que représente l'Église et les chefferies religieuses, les chefferies traditionnelles. Je pense que le président Macky Sall, quelle que soit sa force, ne peut pas mettre tout ce monde-là dans sa poche et sans coup férir. Il y a quand même un problème là. Il y a un problème, Mamadou. Comment on peut expliquer cette situation? Comment M. Macky Sall, d'après ce que vous avez décrit tout à l'heure, est devenu aussi puissant?
Parce que les résistances traditionnelles que nous avions dans notre société se sont affaiblies. Regardez, Senghor, quand il était là, la résistance politique et la résistance syndicale lui ont fixé des limites. Et même, il y avait une résistance religieuse qui lui fixait des limites. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces résistances ont été affaiblies. Soit parce qu'on a réussi à capter les organes intermédiaires dont tu parles, soit parce qu'on a réussi à les atomiser jusqu'à ce qu'ils deviennent impuissants. Regardez ce qui est devenu l'opposition sénégalaise. Regardez ce que sont devenus les syndicats d'enseignants. Regardez ce que sont devenus les centrales syndicales dans notre pays. Ça n'a absolument rien à voir avec les organes de résistance que nous avions. Tous ces organes ont été soit phagocytés, soit atomisés. Et c'est pourquoi le règne, il y a de moins en moins de résistance devant ce règne. Mais apparemment, il résiste même aux juridictions internationales qui de temps à autre nous envoient des avis qui auraient pu normalement peut-être affaiblir un peu cette toute-puissance-là. Mais ils sont dans le moindre mal. Les institutions internationales La sont CEDEAO, toujours dans le moindre mal. qui sont là. Non, les institutions internationales sont dans le moindre mal. Charles. Juste compléter que les institutions internationales gèrent un peu leurs intérêts. Et c'est vrai qu'ils peuvent... Effectivement, elles peuvent se faire entendre. Mais pour l'essentiel, les questions structurelles ne sont pas fondamentalement remises en cause, pour l'essentiel. Autre chose, je pense qu'il y a une étude, un travail important du professeur Abdoulaye Ly. C'est sur le présidentialisme néocolonial. Et je pense, en réalisant ce travail important, on peut comprendre l'essence aujourd'hui de l'État. Ce n'est pas l'État des États-Unis, hein. C'est l'État concret que nous vivons quotidiennement, où quand on a besoin d'une craie, on est obligé d'aller interpeller le président de la République. C'est totalement différent. Je pense qu'on est dans une réalité autre. Mais globalement, le mouvement social au Sénégal s'est beaucoup affaibli. Charles, vous avez vécu le mouvement M23. Vous avez vu un peu vous l'avez vécu vraiment de très profondément, on le sait. Mais aujourd'hui, pourquoi des forces de résistance n'arriveraient pas à limiter ce que vous considérez comme une sorte de surpuissance du président Macky Sall? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une vraie adhésion vraiment du peuple, du grand peuple, des forces sociales, politiques, pour essayer effectivement de servir de garde-fou, encadrer un peu les pouvoirs excessifs du présidentialisme? Mais vous faites bien de rappeler, vous savez, c'est vrai que j'étais membre du M23. C'est la révolte populaire. Oui, mais il y a des choses, j'étais dans le mouvement M23, très, très, très actif. Et pourquoi je ne suis pas dans l'attelage? Pourquoi j'ai décidé? Mais parce que tout simplement, j'ai les réponses qu'on est en train de me donner. C'était ma grande crainte. Les ruptures que nous convoquions, ce sont ces mêmes ruptures qui avaient été convoquées en 2000. Et nous avons vu exactement les mêmes choses se reproduire. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que... Non, je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus dans ce que je vois. Je ne vois pas les valeurs pour lesquelles je me suis levé, comme d'autres d'ailleurs. Ils ne se reconnaissent plus parce que tout simplement, on a dévoyé l'État. Voilà ce qui est arrivé dans notre... Mamadou, quelle est la solution pour essayer de limiter un peu ces dérives? Charles, tu résumes. Il faut aussi faire confiance à l'évolution sociale. Parce que, ce qu'on dit depuis 50 ans. Non, pas depuis, même depuis 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ce pays. Les pouvoirs successifs ont rencontré des résistances très fortes. Des hyper puissants. Oui, mais on rencontrait quand même des résistances très fortes aussi. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions dans ce domaine. Vous avez parlé des organes intermédiaires qui ont joué ce rôle. Il y a des pouvoirs qui ont toujours essayé de les affaiblir, de les diviser, etc. Mais ils se trompent. Parce que comme on dit, la nature a horreur du vide. Non, c'est ça qui leur est arrivé. Quand M. Ben Ali en Tunisie a liquidé tous ces mouvements et se croyait tranquille,
c'est à partir de la mort d'un petit marchand que tout est arrivé et qu'il a perdu le pouvoir. Donc ces questions ne sont pas toujours des questions qu'on peut, disons, mesurer dans le temps. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Vous rayez tous ces organes intermédiaires, vous allez vous retrouver dans... Regardez Macron, en un an, il avait rayé presque tous les organes intermédiaires, marginalisé les partis, etc. Et brusquement, il se retrouve devant une situation qu'il n'avait pas prévue et qui lui pose beaucoup plus de problèmes que ces organes intermédiaires. Et c'est ça la vie politique, et il faut l'analyser de cette manière-là. Macky, qu'est-ce qu'il va rencontrer demain? Il ne le sait pas et nous ne le savons pas. Mais ça peut être quelque chose de terrible pour ce pays. Dans le contexte actuel. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas. Je pense que M23, c'était parti de la décision à l'époque complètement surréaliste de vouloir réduire et arriver au quart bloquant. Je pense que les Sénégalais ne pouvaient pas comprendre une telle chose. Oui, mais le parrainage quand même a causé des dégâts aussi importants. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui le 26. Vous savez qu'en 2012, au 26 janvier, on était déjà à plus de 10 morts. Nous sommes en 2019. Nous sommes le 26. Non, mais ça montre. Non, la question, c'est par rapport exactement à ce que vous dites par rapport au M23. Les Sénégalais sont en train de regarder, ils ne bougent pas, ils attendent. Par contre, et c'est là peut-être, c'est ça qui pourrait me faire peur, c'est que quand j'entends parler de duplicata, quand j'entends parler d'un certain nombre de manœuvres, que les Sénégalais, le 24 février, n'arrivent pas à faire, le droit, à exprimer leur droit de voter comme ils le veulent, voilà moi ce qui pourrait me faire peur. Mais d'ici là... Les législatives, il y avait aussi ces dysfonctionnements, mais apparemment tout s'est bien passé par la suite. On a une Assemblée nationale qui siège régulièrement et qui va mener des commissions parlementaires. Mais je suis d'accord avec vous, mais les Sénégalais ont été surpris peut-être des législatives de 2017. Ils sont avertis. Ils sont avertis. L'expérience nous montre que les choses ne se passent pas exactement de la même façon. Les réactions... L'histoire ne se répète pas. Effectivement. Et souvent, on a l'habitude de donner des rendez-vous au peuple, alors que les peuples se donnent leur propre rendez-vous et se créent les conditions de réaliser les oppositions nécessaires pour faire face. Ça peut durer, mais moi j'ai confiance aux populations. Qu'importe les situations. On peut avoir confiance au peuple et à un certain moment, ce peuple-là réagira à la lumière des exigences que cela va poser. Mamadou, comment vous voyez l'avenir démocratique du Sénégal, l'avenir du Sénégal tout court, compte tenu du contexte actuel et des perspectives quand même assez sombres vers lesquelles nous allons? Du point de vue du processus électoral, nous n'allons vers rien de bon, du point de vue du processus électoral. C'est ce que vous avez vu? Oui, c'est ça que je vois très clairement. C'est pourquoi, d'ailleurs, entre les candidats sélectionnés et les candidats non sélectionnés, la solidarité qui s'est faite, j'espère qu'elle va continuer et qu'elle va, disons, s'activer. Non, j'espère que ça va s'activer sur le terrain, parce que de toute façon, perdre la bataille de cette étape de l'élimination par Macky des candidats dont il ne voulait pas, si l'opposition perd cette bataille, la bataille de l'élection est nécessairement perdue. Parce que ça signifie qu'on accepte les coups de force. Et après ce coup de force, un autre coup de force va venir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais des coups de force de quelle nature? Parce que le coup de force, c'est assez vague. C'est de quelle nature? Au niveau électoral, les coups de force sont très clairs. Ça peut prendre diverses formes. Hein. Les modalités, moi, je ne les connais pas. Vous avez vu au Congo quelle a été la modalité. Bon, finalement, les machines à voter au Congo, ça a marché apparemment. Même si on a éliminé des zones, il y a eu quand même des élections. Non, il y a eu des élections. Et tout le monde connaît les résultats de ces élections et que ces résultats n'ont pas été proclamés sur d'autres côtés. Oui, d'accord, mais non, moi je dis ce qui est essentiel par rapport à mon argumentaire, c'est-à-dire qu'on peut imposer ce qu'on veut au cours d'élections. Et c'est ce qui s'est passé au Congo. On a imposé ce qu'on a voulu. Ici, on va imposer ce qu'on veut. Maintenant, quelle va être la réaction? C'est là où se trouvent les interrogations.
Mais ce qui est sûr, c'est que les impositions vont continuer. Charles, quel impact l'arrivée de Maître Wade, que vous connaissez très bien, peut avoir dans le contexte actuel, dans un contexte où l'opposition est hyper éclatée et que probablement les perspectives de voir ce puzzle se reconstituer ou se constituer sont assez faibles? Tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour Maître Wade, pour tout ce qu'il a fait. Maintenant, il a quel âge? Et 70% de la population sénégalaise fait quand même moins de 35 ans, ou 35 ans en plus. Wade a 95 ans. Voilà. Donc 95 ans, 70% de notre population fait moins de 35 ans. Mais son message reste prégnant. Oui, son message. On l'a vu pendant les législatives. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ce même président qui, en 2012, a demandé, quand le Conseil constitutionnel a fini par valider sa candidature pour un 3e mandat, c'est ce même président qui a appelé tout le monde et qui allait à la RTS, ne l'oublions pas, dire aux Sénégalais, maintenant que le droit est dit, il faut le respecter. Alors, sa valeur d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Je veux dire, ses paroles, et qui a déjà fait du wak-waket. Non, je pense que les Sénégalais, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect. C'est clair de croire à Wade. Non, c'est pas que je ne crois pas. Non, non, c'est non, c'est pas que je ne crois pas en Wade. Décalé que d'habitude. Non, je ne crois. Oui, non, je crois en Wade. J'ai cru en Wade. Je crois en Wade, mais il n'est pas l'avenir du Sénégal. Et 70% de la population sénégalaise fait moins de 35 ans. C'est à ces jeunes-là qu'il faut parler. Pourtant, il reste le plus grand commun mobilisateur aujourd'hui. Il est écouté par les jeunes de tous les leaders, c'est ça le problème. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que en tout cas, les jeunes qui manifestent dans la rue, je ne suis pas. Au nom de Wade. Non. C'est généralement Wade qui non, il y a, non, mais c'est Karim ou c'est voilà. Non, il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, quand on regarde comment le Parti démocratique sénégalais, pour lequel on ne peut avoir que du respect, il faut avoir du respect pour ce parti. Il n'y aura pas de candidat. Voilà, que le parti, je veux dire, pour une personne, je veux dire, attendez, je ne veux pas rentrer dans les affaires qui ne me concernent pas, mais les Sénégalais ont quand même une lecture à faire sur ce qui se passe au PDS. Il ne faut pas valoir. Charles, il ne faut pas mêler les problèmes, parce qu'il y a d'une part, attendez, il y a d'une part, ce que vous dites, Wade garde une popularité au Sénégal et notamment auprès des jeunes. Pas au niveau des personnes comme nous, mais au niveau des jeunes. Et c'est pourquoi ton analyse sur la vieillesse de Wade, son décalage avec la jeunesse, ça, pour moi, je ne suis pas en accord avec ça. Par contre, je suis en accord avec des choses que tu n'as pas dites très clairement, mais que je veux dire très clairement, que Wade n'avait pas le droit de geler le leadership du PDS pour son fils. Ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas mêler les deux problèmes. Maintenant, il nous reste, Charles, une dizaine de minutes qu'on va consacrer à l'éducation. Mais Mamadou, évidemment, le système éducatif est dans une énorme difficulté. On a vu que les enseignants ont battu le pavé pendant de très longs mois au point de risquer quasiment une année blanche ou une année invalidée. Aujourd'hui, du dehors, comment vous regardez ce système? Comment vous le jugez? Et bon, avez-vous des inquiétudes? Et qu'a-t-on fait des jalons que vous aviez posés à l'époque, ne serait-ce que dans le primaire ou dans l'éducation de base? Le débat sur l'éducation est très difficile parce qu'il est toujours biaisé. Non, il est biaisé. Il est biaisé parce que d'abord, on n'entend pas la voix de tout le monde. On entend la voix de certains et pas de tout le monde. Et surtout, et surtout, on entend la voix de l'élite. Mais quand vous vous dites qu'un système éducatif qui produit 56% d'analphabètes, plus de la moitié de la population analphabète, ce débat-là, il est central, mais il n'est pas là. Quand un système éducatif sénégalais laisse de côté 46% de la population scolarisable qui n'est pas à l'école, et ce débat n'est pas là, on nous parle d'un autre débat. Mais les victimes de ça, on n'entend pas leur voix. Personne n'entend leur voix. Comment ils pourraient s'exprimer? Les victimes, c'est les enfants, c'est les parents, éventuellement. Mais précisément, c'est là où se trouve le problème. Il y a des associations de parents d'élèves, des associations d'étudiants, d'élèves. Bon, pourquoi ils ne prennent pas la parole? Les associations de parents d'élèves n'ont pas de voix. Elles n'ont pas de voix. Parce que... Mais les syndicats aussi sont là. Les syndicats ont une voix très forte d'ailleurs, ça c'est clair.
Mais les autres parties prenantes n'ont pas de voix. Moi, aujourd'hui, si on me dit quel est le plus gros scandale du Sénégal, je dis c'est les 56% d'analphabètes et les 46% de la population scolarisable qui ne sont pas à l'école. C'est le plus grand scandale. Bon. Mais vous demandez à d'autres le plus grand scandale, ils n'évoqueront même pas ça, c'est pas leur problème. Un taux brut de scolarisation dont on dit qu'il avoisine les 80%, selon les années, on a l'impression que ça monte, ça descend, ça monte. Un taux brut de scolarisation ne signifie rien du tout. Vous demandez à tous les experts, ils vous le diront. En tout cas, c'est le chiffre officiel. Non, ça ne signifie rien du tout, un taux brut de scolarisation. Les questions de fond, sur les questions d'éducation, ne sont pas souvent abordées. Ah bon? Je le pense sincèrement. On a plus de 5 millions de personnes analphabètes. Et dans cette région, on peut avoir 80% de personnes analphabètes. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on prend les enfants qui sont hors école, la dernière étude qui a été réalisée, c'est 1,5 million qui sont hors école. Alors, il y a un problème. Est-ce que le système éducatif actuel, est-ce qu'elle a pu régler ses finalités? Est-ce qu'elle s'est reposée les questions fondamentales? Est-ce qu'elle a fait rupture avec le système de base, le système colonial? Et je pense que jusqu'à présent, il y a une continuité. Malgré tout ce que l'on peut dire, c'est toujours dans la même logique, dans les mêmes orientations, on ne fait que nous adapter. Quelle appréciation M. Ndoye fait de cette situation-là? Il y a deux questions, deux aspects qui sont importants dans cette question. Premièrement, ça bloque notre développement économique et social. Parce que si vous avez comme base de développement l'agriculture et que les acteurs de l'agriculture ne sont pas capables de diversifier et d'augmenter la productivité du travail parce qu'ils ne sont pas capables de s'approprier les innovations parce qu'ils n'ont pas les outils leur permettant de s'approprier les innovations, ça bloque complètement le développement. Et nous avons ça. Et c'est pourquoi je ris toujours quand j'entends parler d'émergence, parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas faire d'émergence du tout. La deuxième chose, c'est que les intellectuels ne se mettent jamais à la place de ces familles. Figurez-vous au XXIe siècle, avec l'hégémonie des économies du savoir, avec la révolution numérique, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, comment il va vivre dans ce XXIe siècle? Et on considère que c'est normal, que 56%, bon, ça c'est pas un problème, que comme vous le dites, 46%, ça fait 1,5 million qui ne sont pas à l'école et qui devraient être à l'école, c'est pas un problème. Nous avons un problème très très sérieux, à la fois démocratique, social et économique, et qui bloque notre pays. Mais Charles, sous le régime de Wade, jamais on a élargi d'autant la carte scolaire. Beaucoup d'écoles, beaucoup de lycées, des universités. Le régime actuel est resté dans la même lancée et l'a même élargi assez considérablement, assez sensiblement la carte scolaire. On a de plus en plus d'enseignants, beaucoup de financement, la qualité, des systèmes d'évaluation qui sont de plus en plus pointus. Mais pourquoi, malgré tout, on est toujours au starting block? Parce que je pense qu'on n'a pas mis un terme essentiel pour moi devant éducation qui pourrait être intelligence éducation. Comme on parle d'intelligence politique, comme on parle d'intelligence économique, comme on parle d'intelligence, ainsi de suite, on pourrait mettre intelligence. Vous savez, quand j'entends Mamadou Ndoye, je suis effaré. Dans un pays où nos enfants parlent Wolof, je le disais tantôt, qui arrivent à l'école... Non, attention, quand on regarde aujourd'hui le niveau de français, on regarde le niveau des langues étrangères, c'est pas dire que l'identification a amené le Wolof, et ça c'est très bien. Mais par contre, qu'on n'ait pas intégré le Wolof,
la codification et aller chercher la connaissance en langue wolof, surtout aujourd'hui, ça veut dire par l'illustration et ainsi de suite, sur des tablettes qui peuvent être disponibles et envoyées dans tous les endroits du Sénégal pour tout simplement permettre de faire un bond considérable, ça veut dire qu'on n'a pas mis en avance l'intelligence et l'éducation. Pour nous dire deux choses précises, pourquoi en dépit de l'élargissement de la carte scolaire, on a toujours ces dysfonctionnements fondamentaux et pourquoi aujourd'hui on a effectivement une majorité de filles, de femmes, même à l'université, et que malgré tout, on n'arrive pas encore à faire décoller l'éducation. Où est l'école nouvelle qu'on nous avait promise en 1981? La première des choses, c'est quand même, il faut rectifier, il n'y a pas une majorité de filles à l'université. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vrai qu'à ce niveau. Mais au moins au lycée et dans les écoles primaires, on n'en est pas là à l'université, on n'en est pas là dans les lycées. On en est là dans les collèges et dans l'enseignement primaire. Donc ça, il faut aussi... Mais dans certaines facultés, vous avez une très grande majorité de filles. Mais on connaît des chiffres dans l'enseignement supérieur. Je vous dis tout de suite que les filles sont encore largement minoritaires au niveau de l'enseignement supérieur. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que le problème, il y a deux problèmes. Le problème du modèle éducatif. Et il ne faut pas oublier que ce modèle éducatif n'est pas accepté par toutes les populations. On a même fermé des écoles dans certaines villes. On a fermé des écoles. On a décidé qu'il faut fermer les écoles. Il n'y a pas en termes de solde, la classe aussi, la carte scolaire a augmenté. Hein, non, attendez. Le problème de la carte scolaire, si vous parlez en termes d'extension et de proximité, il y a des progrès qui ont été faits en termes d'extension et de proximité. Ça, c'est clair qu'il y en a. Mais si nous regardons en ce qui concerne le traitement de la population scolarisable et le traitement de la population globale, nous n'avons pas beaucoup avancé en matière d'éducation. Maintenant, quand je parlais du modèle, il y a la question du ciblage. Quand des pays ont décidé d'englober l'ensemble de leur population, la première question qui se sont posées, c'est pourquoi ces populations ne sont pas à l'école. Est-ce que c'est par le fait qu'on n'a pas construit d'école ou par le fait que l'école qu'on leur propose ne répond pas à leur conception de l'éducation? Et il y a eu ce qu'on a appelé des politiques de ciblage, c'est-à-dire en fonction des couches qui ont été laissées pour compte, et compte tenu de leurs conditions et de leurs besoins, on a essayé d'apporter des réponses éducatives qui leur permettraient d'être inclus dans le système éducatif. C'est cela qui s'est passé dans d'autres pays. Nous ne l'avons jamais fait. Nous avons eu ce que j'appelle une politique additive. C'est-à-dire en pensant, plus on construit, plus on fait, mieux ce sera. Cette politique, elle est additive. Elle ne tient pas compte des aspects qualitatifs de la scolarisation. Premièrement. Mais deuxièmement, et c'est peut-être là un autre aspect aussi, c'est que nous n'avons pas réglé une question essentielle et qui continue de se poser à nous. C'est la question enseignante. Quoi, leur situation? La situation, le recrutement. Vous savez... C'est vous qui avez lancé le projet volontaire. Oui, mais précisément. On vous l'a aussi reproché quelque part, à tort ou à raison. C'est-à-dire que chacun peut reprocher. Moi, ce que j'ai vu à l'époque, c'est que notre système était bloqué et était en train de se déscolariser, ce qui n'arrive que dans des pays en conflit. Et ce qui nous est arrivé quand moi j'étais là. Et j'ai décidé de remonter la pente et j'ai pris cette initiative et ça a permis de remonter la pente. Maintenant, quand je pose le problème enseignant, c'est quoi? C'est que examinez le recrutement actuel de l'État. Vous verrez que le déficit d'enseignants s'accumule. Et au fur et à mesure que ça va s'accumuler, on risque de revenir au déclin de la scolarisation d'avant. C'est ça qui risque de nous arriver. C'est l'augmentation de la population, l'augmentation démographique. Oui, bien sûr. Mais c'est une contrainte majeure pour nous parce que nous avons globalement environ 3% d'augmentation de cette population chaque année.
Et ce qui fait que la réponse devient encore plus difficile. Mais si, par ailleurs, vous-même, vous avez des contraintes budgétaires par rapport à l'élargissement de votre personnel enseignant, vous allez avoir encore un autre problème supplémentaire. Un dernier mot sur la situation du Sénégal. Inquiet, optimiste? Ben, moi, je ne suis pas inquiet. Je fais confiance totalement aux Sénégalais. Charles? Je suis fortement optimiste. Je pense que les Sénégalais trouveront les solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Mamadou? Je serai beaucoup moins optimiste en ce qui me concerne parce que l'issue aujourd'hui de ce qui se passe actuellement, je ne vois ça que dans la confrontation. Voilà, merci. Sans détour est terminé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition.